Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Comme je le répète au début de chaque épisode, cette saison est entièrement dédiée au leadership et au fil des épisodes, nous allons continuer à recevoir des professionnels haïtiens qui ont des parcours vraiment très variés et qui vont nous parler de leurs expériences, mais aussi vous offrir des perspectives concrètes sur le leadership, le bien-être et la réussite dans un monde qui est vraiment en constante évolution. Notre thème pour l'épisode d'aujourd'hui est leadership féminin entre attente et réalité. Nous allons voir surtout ce que cela signifie d'être une femme dans les espaces de décision. Et pour en parler, nous avons avec nous Alexandra Brun, une avocate dont le parcours est marqué par plus de 20 ans d'expérience dans le droit des affaires. Bonjour Maître Brun et merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Daphné, merci de m'avoir invité à ce podcast. Je suis vraiment honorée d'être ici pour échanger et parler un peu de mon expérience et de ce que j'ai appris au cours des années. Donc, avant de rentrer directement dans le sujet qui est le leadership féminin, je voudrais commencer par parler de ton enfance, parce que derrière chaque leader, il y a vraiment toutes les expériences qui ont construit cette personne. Donc, tu peux nous parler un petit peu de ton enfance et de l'environnement dans lequel tu as grandi? Oui, avec plaisir. Bon, je suis née à Port-au-Prince. Je suis d'une famille, nous sommes quatre enfants, je suis l'aînée. Et mes parents, j'ai été élevée par des parents qui sont des professionnels, donc de domaines techniques différents du mien, donc ingénieurs, architectes, et qui étaient associés aussi dans une entreprise d'ingénierie et d'architecture. J'ai grandi dans une communauté très particulière. Et mes parents étaient des personnes qui non seulement étaient des modèles, mais c'était des citoyens, des personnes qui croyaient profondément dans la contribution citoyenne. Et c'était des personnes engagées, c'était même des militants qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes, euh, surtout au lendemain de la dictature. Donc c'était des moments très intenses, une période où quand même le pays vivait une situation assez particulière, même si jusqu'à présent on vit dans des situations difficiles. Et comme je disais, j'ai grandi par contre dans un environnement qui n'était pas isolé parce que on vivait dans une communauté, d'ailleurs on l'appelait village, et il y avait plus de 20 familles et à un moment donné plus d'une cinquantaine d'enfants. Donc c'était un espace très spécial, je pense unique à l'époque. Un peu en dehors parce que c'était en plaine, donc on était un peu isolé de ce point de vue, un peu loin du centre des activités, allons dire, de Port-au-Prince et de Pétionville. Mais nos familles avaient créé pour nous un environnement où nous avions beaucoup d'espace vert, beaucoup d'espace de jeu. Donc nous étions très libres. Une grande liberté de mouvement, mais aussi un sentiment de sécurité. Donc ça, c'était l'espace dans lequel j'ai vraiment grandi et ça a beaucoup forgé, je pense, la personne que je suis aujourd'hui. Et il y a des valeurs que tu penses que tu as retenues de cette période? Ou certainement, déjà, je dois dire que mes parents étaient, c'est pas qu'ils étaient stricts, c'est pas le mot, mais il y a des valeurs qui étaient incontournables et intrinsèques. C'est pas nécessairement qu'on nous disait il faut être, mais c'était toujours très clair. D'abord, on valorisait beaucoup la compétence et le sérieux. Donc, il fallait faire les choses bien et sérieusement, prendre ses responsabilités. Mais on nous a inculqué beaucoup le respect d'autrui. Il fallait respecter les autres, respecter les différences. L'intégrité était très présente chez nous. Mais il y avait aussi un sentiment très fort de justice et de rejet de l'abus en particulier. Ma mère était une personne qui tout le temps parlait de ça, qu'elle détestait les abus. Et elle était très moralisatrice un peu de ce point de vue aussi. Et ça m'est resté. Donc, et puis bon, certainement la solidarité entre nous, et je pense que c'est resté. Nous sommes restés très, très solidaires entre nous. Le courage, l'humilité, je reprends l'intégrité, mais c'était très important. L'intégrité est restée un fil directeur. Mais tes parents n'étaient pas vraiment dans le domaine dans lequel tu t'es lancé. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers le droit? J'ai pas toujours été intéressée par le droit parce que plus jeune, justement, je pensais naturellement que je deviendrais architecte parce que c'était naturel. Et puis dans l'architecture, il y avait une composante or que j'aimais beaucoup.
j'étais pas attirée par le génie du tout, mais l'architecture, j'étais attirée. Donc, je pensais que ce serait naturel. Mais j'ai toujours aimé argumenter. J'ai toujours aimé défendre. Mon père disait toujours que j'aimais défendre les plus faibles, que je devais toujours me mettre en avant pour défendre ceux que j'estimais qui ne pouvaient pas se défendre. Et probablement que les professeurs et des amis voisins m'ont un peu influencé, me disant que, bon, Alexandra, tu seras une avocate. Tu aimes trop discuter, tu aimes... Donc, j'avais une curiosité aussi de comprendre ce qui se passait derrière le fonctionnement de la société, comment ça marche. Et puis, probablement que j'étais inspirée par des modèles que je voyais à la télévision, parce que c'était des femmes très élégantes, et puis très fortes personnalités, qui m'inspiraient, intelligentes. Donc, c'était des modèles que j'aimais. Donc, c'est vraiment la dernière année de ma philo que j'ai... Enfin, pas les derniers mois, parce que j'avais déjà commencé à appliquer pour l'architecture, en fait, aux universités. C'est vraiment à la dernière minute que j'ai changé et que je me suis inscrite à la faculté des sciences juridiques de Quisqueya. Donc, c'est comme ça et puis le droit, mais pourquoi le droit des affaires comme spécialisation? Bon, j'ai quand même étudié le droit dans toutes ses composantes, mais c'était pas nécessairement la matière que je préférais initialement, parce que j'aimais beaucoup le droit criminel, le droit pénal, mais je ne me voyais pas pratiquer le droit pénal en Haïti. Donc, j'avais dit, bon, je mets ça de côté, mais j'aimais beaucoup cette matière. Jusqu'à présent, je l'aime bien. Et puis, je me disais que, bon, la gestion des conflits familiaux, par exemple, c'est lourd pour moi, parce que je suis quand même une personne très sensible et je trouve que, d'ailleurs, l'expérience me l'a prouvé, ça devient un peu lourd à gérer. Donc, le droit des affaires semblait, pour moi, être la matière la plus équilibrée. Je me projetais davantage là-dessus parce que je me disais que, bon, je veux voyager, je veux participer à de grands projets. En plus, mes parents étant dans une compagnie de construction, ils avaient de nombreux associés. Je me voyais davantage dans ce milieu qui était plus près de l'entrepreneuriat pour moi. Du moins dans ma tête, c'est ce que je pensais. Donc, quand j'ai terminé mes études licence en droit, je suis partie faire une spécialisation en droit des affaires. Pour un jeune qui regarde là, parce que là on est à la fin de l'année, les enfants essaient de te décider, qui se demande qu'est-ce que fait un avocat qui est spécialisé en droit des affaires. Qu'est-ce que tu lui dirais brièvement? Ah, ok. Parce que je sais que les avocats ont le verbe. Bon, en droit des affaires, on est surtout là pour encadrer et conseiller des entreprises commerciales, industrielles, donc qui sont dans des activités lucratives, les aider à se structurer, les aider à mieux régir les relations et les rapports qu'ils ont avec les tiers. Il y a aussi une composante ressources humaines à l'intérieur des entreprises, donc ce n'est pas purement du droit des affaires, on fait aussi du droit du travail. On a aussi d'autres domaines dans lesquels on conseille les clients et les clients eux-mêmes sont amenés parfois, et quand je dis clients, pas seulement des personnes physiques, le plus souvent ce sont des entreprises qui auront parfois une question pénale qu'ils doivent aborder, ils doivent parfois être en relation avec l'administration publique, donc avec le fisc, avec les ministères. Donc c'est vraiment un rôle de conseil et d'accompagnement, je dirais, dans le développement de toutes les activités de l'entreprise. Mais sinon, en 20 ans, tu as commencé quelque part, tu as grandi, etc. Donc, est-ce qu'à un certain moment, tu as déjà eu... Quand est-ce que tu as eu l'impression que ton expérience en tant que femme était différente? Alors, différente de celle des hommes? Oui. Je dirais que... D'abord, quand j'étudiais, pour faire un petit peu la genèse, il n'y avait pas vraiment de différence de traitement à l'université. Les professeurs nous traitaient vraiment de la même façon, indépendamment du genre. C'était vraiment très équilibré de ce point de vue. Et avec les professeurs aussi, qui étaient majoritairement des hommes, en fait. On avait des professeurs femmes, mais je dois dire que c'était majoritairement des hommes. Mais par contre, moi, quand j'essaie de repenser, pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants en droit quand j'étais en droit. Il y avait beaucoup plus de femmes dans la classe. Absolument, je savais que tu avais étudié le droit. Mais tu me comprends. À Quisqueya aussi. Bon, je ne sais pas quelle année, mais moi, quand je suis rentrée à Quisqueya, c'était, je crois, en 94 ans à peu près. Quisqueya n'avait pas longtemps depuis qu'elle existait.
Et il y avait beaucoup de proximité entre les professeurs et les élèves. Mais c'était vraiment une panoplie d'étudiants. Je m'explique parce que ma promotion, nous étions majoritairement des femmes, alors qu'à la faculté d'État, je pense qu'il y avait majoritairement des hommes, mais à Kiskeya, il y avait surtout des femmes. Mais on avait différentes tranches d'âge également, parce qu'il y avait à l'époque des médecins, des ingénieurs ceux qui venaient faire. Qui venaient surtout le Et puis soir. c'était le soir, tous mes cours Voilà. étaient quasiment le soir, parce que mes professeurs étaient des professionnels, des avocats pour la plupart, donc c'était après le bureau qu'ils venaient enseigner. Mais ils avaient créé avec nous une proximité, donc il y avait beaucoup d'échanges, une belle atmosphère. Donc pour moi, je ne connaissais pas la discrimination du genre à l'université. Quand j'ai commencé à travailler, le premier cabinet où j'ai travaillé, ce problème ne se posait pas non plus parce que mon patron était une personne qui respectait beaucoup les femmes. D'ailleurs, entre les secrétaires et avocats, il y avait plus d'avocates que d'avocats. Et donc, nous étions majoritairement des femmes et il respectait beaucoup notre travail. Il ne nous a jamais traités de manière discriminatoire. Par contre, en fréquentant les tribunaux, et je ne fais pas beaucoup de contentieux, mais dans les premières années, tout le monde, on fait un peu de tout. Et en allant au bureau de l'administration publique, etc., je sentais vraiment une différence de traitement. Et d'abord, il y avait beaucoup d'hommes, surtout au tribunal, essentiellement les hommes. Et donc, oui, ça se sentait. D'une part, d'autre part, je dirais que comme le premier cabinet où j'ai travaillé était spécialisé également en droit des affaires, on conseillait surtout des entreprises et la plupart des entreprises étaient dirigées par des hommes. Donc, je me retrouvais beaucoup en interface avec des hommes. Donc, j'ai très vite développé le sentiment qu'une femme devait se prouver davantage, surtout au début de sa carrière. Mais je dois dire, je me suis jamais laissée intimider par ça parce que je suis toujours fréquente depuis petit. Et même si j'hésitais, je gardais la tête haute et je me laissais pas faire du tout. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, je sens une évolution et il y a du progrès quand même, je pense, de ce point de vue. Donc c'est peut-être justement parce qu'il y a des femmes comme toi qui sont rentrées dans cet espace-là et qui ont fait leurs preuves. Oui, et même avant moi, parce que je pense que la génération avant moi, parce que c'est surtout une génération avant moi, je pense, qui a pénétré le droit des affaires en particulier, le droit en général, elles ont, je pense, été beaucoup plus discriminées même que la mienne. Donc déjà, la mienne, on est rentré avec plus d'assurance et un chemin qui avait déjà été Ouvert un peu. Et celle qui vient maintenant encore davantage, parce que je trouve que les femmes ont plus d'assurance. Les jeunes, je les trouve beaucoup plus sûres d'elles qu'à mon époque, en tout cas. C'est l'impression que j'ai. Mais des fois, on a l'impression aussi que des fois, les femmes doivent encore se faire un petit peu plus petites, adoucir un petit peu pour être acceptées. Tu as eu cette impression? Sinon, elles sont jugées arrogantes ou... Peut-être, mais je dois dire que je n'ai jamais eu à ajuster ma personnalité dans mon métier. Je veux dire surtout dans mon métier. Peut-être que dans la vie personnelle, c'est différent, mais dans mon métier. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une attente de la part du public, des clients, de ce que doit être un profil d'un avocat et même d'une avocate. Donc, les traits comme la fermeté, la rigueur, le sang-froid, je pense que c'est attendu. On ne veut pas voir une avocate arriver tremblotante. Et donc, c'est une posture qu'on apprend à avoir. Tu n'es pas d'accord? Mais c'est par contre on se dit que l'homme est fort et qu'il va avoir le sang-froid alors que les femmes ont tendance à paniquer. Ah oui, mais pas dans ce métier. Non, alors c'est pour ça que peut-être que le manque de confiance qu'on aurait pu avoir pour les femmes viendrait de ça, du fait qu'on se dit que les femmes ont tendance à paniquer alors que les hommes vont gérer la situation tête frette, comme on dit. Oui, certainement. Et je pense aussi, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une façon d'observer et de juger une femme qui est souvent axée sur ce que j'appellerais des comportements périphériques ou bien des aspects périphériques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par sa tenue, on rentre souvent dans des aspects intimes qui n'ont rien à voir. On fait des commentaires sur sa tenue, des compliments qui sont déplacés. Ça arrive assez souvent, alors que l'attention devrait vraiment être portée davantage sur le travail, sur les compétences, sur le sérieux, n'est-ce pas?
Mais des fois, les femmes vont justement se retrouver dans une situation où elles doivent se prouver. Donc, pour toi, comment établir l'équilibre de pouvoir rester légitime, de rester soi-même sans pour autant sombrer dans la surperformance, à trop Non, vouloir se prouver? je comprends. C'est pas facile parce que et je dirais il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des femmes. Nous sommes quand même dans une société très machiste, mais en même temps, dans une ère où la femme, elle doit réussir aussi. On a beaucoup investi dans la formation des filles, des femmes, les familles ont beaucoup investi, les femmes investissent beaucoup en elles-mêmes. Donc, elles veulent réussir. Et justement, comme dans mon métier en particulier, il y a quasiment 80% d'hommes, et aux dernières informations, aux dernières données que j'avais, les femmes continuent de devoir euh, avoir beaucoup plus d'emphase sur leur rendement. Je pense qu'il y a déjà ce comportement. Donc, on peut être tenté de se donner beaucoup de pression. Moi, certainement, je l'ai fait beaucoup au début de ma carrière. Je pense que je voulais toujours exceller, je voulais, I wanted to be the best, je voulais être la meilleure, je voulais me prouver beaucoup à mon environnement, mon patron, mes clients, à moi-même et à mes collègues aussi, mes consoeurs, mes confrères. Donc, je mettais beaucoup de pression sur moi. En plus, dans mon tempérament, je suis assez perfectionniste. Donc, je suis rarement satisfaite de ce que je fais. Je trouve que je peux toujours faire. Donc, je me donnais beaucoup cette pression. Mais j'ai appris que c'est impossible. Vraiment, ça donne un stress impossible à gérer parfois. Et je stressais beaucoup plus au début de ma carrière. Bon, je n'avais pas aussi confiance en moi. Donc, j'ai appris qu'il fallait apprendre à vraiment à mesurer ce qui est plus important, ce qui est moins important. Donc, gérer les priorités et à mieux équilibrer aussi moi-même, ma personne. Et puis faire de mon mieux, mais sans entrer dans la surperformance, justement. Parce que en plus de devoir donner des rendements excellents dans sa profession, on s'attend culturellement à ce que nous soyons excellents dans tout. Donc, Voilà, on nous s'attend à ce que devons les être femmes excellent du côté de la famille et du côté... exactement. Nous Il y a... devons être des épouses parfaites ou des partenaires parfaites, des mères excellentes. On doit bien s'occuper de nos parents, on doit être de bonnes amies, non, c'est beaucoup de pression. Donc, j'ai compris que c'est impossible. Donc, j'ai appris à mieux gérer ça, à mieux gérer ces attentes et envers moi-même aussi à mieux gérer ça. Mais aussi, c'est pas quelque chose qui vient avec l'expérience parce que plus tu acquiers une certaine expérience, moins tu as cette rage de te prouver. Je pense que c'est surtout personnel, mais les attentes continuent parce que le monde évolue et quand même, les jeunes deviennent nos compétiteurs, même lorsqu'on s'est prouvé pendant... Et maintenant, en fait, j'ai plus de 20 ans. Je réfléchissais l'autre jour. J'ai 25 ans depuis que j'ai terminé mes études. Donc, Et le droit, bon, c'est quand même un domaine qui évolue, il y a de nouvelles lois, il y a exactement, bon, c'est un domaine qui évolue. Et puis maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui vient. Les jeunes maîtrisent mieux cet outil et vont maîtriser mieux cet outil. Donc, on a peut-être moins besoin de se prouver, mais n'oublions pas qu'il y a de nouveaux entrepreneurs dans le monde des affaires qui viennent, qui ne me connaissent pas, parce que ma génération me connaît maintenant, mais maintenant les jeunes qui viennent auront tendance à aller vers des jeunes, parce que moi, en fait, je pense que j'ai grandi avec des sociétés. Mes clients qui sont surtout venus et qui ont grandi avec moi étaient quand même assez jeunes. Et on a fait un parcours. Mais maintenant, je développe peut-être l'effet opposé parce que je suis d'une génération qui maintenant est à la moitié de son parcours et puis on a un tas de jeunes qui maintenant qui grandissent, qui vont avoir des positions de décision. Donc je dois continuer de me prouver et je dois m'adapter et je dois apprendre des nouvelles lois. Mais ce que j'ai peut-être en assurance que je n'avais pas, que j'ai davantage en assurance en tout cas, c'est une meilleure méthodologie. Et puis aussi, je sais mieux juger ce qui est plus important, ce qui est moins important et ce sur quoi je dois me concentrer davantage. tu as parlé avant un petit peu qu'il y a des commentaires qu'on fait qui sont un petit peu des fois déplacés sur le physique des femmes. Mais est-ce que tu as eu une impression qu'il existait comme une pression particulière qui était forcément liée à ton image ou
au fait que tu es une femme ou à ta façon de communiquer? Je n'ai pas senti de pression sur mon image parce que j'ai toujours, je pense, été assez classique, soigner mon port. Mais sur la manière de communiquer, c'est peut-être là que j'ai appris à mieux gérer parce que justement, il y a souvent cette tendance à dire les femmes avocates, elles sont très dures, elles sont très, comment dirais-je, elles sont rigides, et elles ne sont pas accessibles, et même pour les clients. Et donc, j'ai appris à quand même, tout en voulant faire valoir mes points de vue, à ne pas être dure, donc à ne pas être agressive. Voilà, c'est le mot. Parce que oui, on se dit souvent que nous sommes agressifs et certaines femmes le sont. Et je pense surtout la génération passée parce qu'elles ont eu justement à faire face à voilà. beaucoup Fallait plus. se battre. Voilà. Et donc, et à faire valoir mes points de vue, mais sans manquer d'égard. Ça, j'ai appris à mieux faire. Et j'ai appris aussi à mieux ajuster ma manière de communiquer en fonction de mon interlocuteur. Parce que même au sein d'une entreprise, on rencontre plusieurs personnes, différents départements, les personnalités sont différentes. Et être avocate, ce n'est pas seulement maîtriser l'aspect technique. Il y a un aspect très psychologique aussi, parce que ce sont les êtres humains qui sont derrière. Et les êtres humains, ils ont leurs inquiétudes, ils ont leurs ambitions, ils ont leur tempérament, ils ont leur... Donc, être avocat, c'est être un peu psychologue. Donc, et les clients veulent que vous les écoutiez, que vous leur donniez tout votre temps, que vous soyez comme une espèce de conseiller. Qu'ils comprennent qu'ils ont de la valeur pour vous, en fait. Ils ont de la valeur. Donc, oui, donc ça, c'est avec le temps. Et j'ai été bien conseillée aussi parce que même au premier cabinet où j'ai travaillé après, j'ai été guidée, j'ai été entourée. Je n'ai pas commencé toute seule. Donc, ça m'a permis aussi de mieux apprendre comment gérer les gens. Là, tu parles d'adaptation. OK, c'est important de savoir s'adapter, mais comment arriver à faire l'équilibre pour rester soi-même, être authentique et s'adapter à la réalité du terrain? Eh bien, Daphné, je n'ai jamais su être quelqu'un d'autre que moi-même. J'ai jamais su ne pas être authentique. Ça a toujours été difficile pour moi de... Même quand j'essaie, ça revient. Parce que je suis une personne quand même assez franche, peut-être trop directe parfois. Et j'aime faire valoir mes points de vue, donc je suis quand même assez... Donc, dans ma vie privée surtout, on me disait toujours, oh mais calme-toi. Mais peut-être que ce sont ces qualités qui font de toi une très bonne professionnelle, une très bonne avocate. avocate. Ce qui peut ne pas être perçu comme étant une qualité dans certains... Voilà, est une qualité en tout cas ce sont des qualités en tout cas dans ce métier. Donc, je suis toujours restée moi-même. Mais encore une fois, je dois dire que je suis plus souple. Je suis devenue plus souple avec le temps. J'étais plus noir ou blanc au début de mes études et de ma carrière. Aujourd'hui, j'ai appris que c'est beaucoup plus nuancé, qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Et puis, j'ai appris à donner beaucoup plus d'importance aussi aux relations humaines, à la communication autour de moi, et avec mes clients aussi, puisqu'on parle du milieu professionnel. Mais en général, dans tout mon écosystème, j'ai appris que la qualité des relations humaines est importante. Donc, ça, j'ai appris à le faire avec le temps. Est-ce que tu penses qu'il y a des sacrifices que les femmes leaders sont obligées de faire et des sacrifices auxquels on ne porte pas forcément attention, on ne fait pas attention à ça? Bon, je pense que tout le monde, leader, femme ou homme, doit faire beaucoup en tout cas, sinon des sacrifices, mais en tout cas, doit faire beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions, beaucoup d'adaptations pour remplir des rôles de responsabilité. Mais pour les femmes, ce que je note, c'est qu'on sous-estime souvent la charge mentale que ça donne. Et parce que on s'attend à ce que l'homme s'adonne à son rôle de leader ou bien sa profession, que ce soit dans les affaires ou bien dans les activités sociales, pleinement, c'est normal. On ne va pas le juger si les enfants sont en mauvais état. Il y a toujours cette blague-là, l'homme qui arrive, qui se montre dans une réunion de parents, par exemple, il est vraiment un bon père. Quand la femme enfin rate une réunion, voilà. C'est une mauvaise mère. Voilà. Elle n'est pas félicitée pour ça, pour ce qu'elle fait au jour le jour. Exactement. Donc, on sous-estime, je pense, cette charge mentale, ces arbitrages qu'il faut faire, la gestion de tout, parce qu'il y a une forte attente, je disais ça plutôt,
envers les femmes dans cette société, qu'elles doivent vraiment remplir tous les rôles Mais ça peut aussi simultanément entraîner une bien. certaine culpabilité chez certaines femmes. De se dire que si Exactement. j'arrive à être performante au travail, ça veut dire que je suis en train de rater les récitals, peut-être les spectacles de mes enfants. Exactement. Et je pourrais te dire, je pourrais te donner une expérience personnelle qui m'a beaucoup marquée en tant que mère. J'ai 2 fils. Mon fils aîné, il était assez jeune et à l'époque, j'étais consultante aussi pour le ministère de la Justice et c'était une période très intense. Donc, en plus de monter le cabinet, j'avais ce rôle et j'étais sous pression. Et mon fils était malade. Il avait une grippe, une mauvaise grippe. Et donc, il était resté à la maison. Et puis, j'avais une pression, je devais partir, je devais m'en aller. Et puis, je dis, OK, je lui donne les médicaments, mais je m'en vais. Mais il n'était pas bien. Et c'est ma mère qui m'a dit, Alexandra, l'enfant n'est pas bien. Tu ne vois pas, il n'est pas bien, il ne respire pas bien. Et puis, elle m'a dit ça, et puis ça m'a secoué. Et puis, j'ai dit, mais zut alors. Et au fond de moi, j'ai un petit peu paniqué, parce que je l'ai regardé, puis j'ai dit, mais c'est vrai, l'enfant n'est pas bien. Donc, évidemment, j'ai dû laisser tout ce que j'avais planifié. Puis, je suis allée chez le médecin. Et puis, à mon arrivée, le médecin m'a réprimandé. Elle m'a dit, mais Alexandra, pourquoi tu as attendu tout ce temps pour m'amener l'enfant? Et il se trouve qu'il faisait sa première crise d'asthme. Et tout de suite, on a dû lui administrer un premier traitement. J'ai dû attendre un deuxième traitement. Je n'avais pas les équipements qu'il fallait. J'ai eu un sentiment de culpabilité que tu ne peux pas imaginer. Quand j'ai eu fini de gérer tout ça et qu'il était OK, on prend cabane, parce que j'avais des palpitations, j'ai dit, mais mes amis, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Comment j'ai pu négliger ça? Donc, oui, parfois, on sent qu'on a la pression de performer et puis on oublie les autres priorités, on les met un peu de côté. Donc, oui, on peut avoir des sentiments de culpabilité qu'on n'arrive pas à bien jongler tout ça. Parce que pour moi, de ce que j'ai remarqué dans mon entourage, c'est qu'il y a des femmes qui, à un certain moment, priorisent entièrement leur famille. Donc, oui. Elles sont au travail, mais c'est quoi là? Yeah. Par contre, il y a d'autres femmes aussi qui priorisent leur carrière et on a l'impression que c'est juste passer la carrière. Ouais. Donc, et là, c'est vraiment un équilibre qu'il faut arriver à faire. Absolument, il faut trouver l'équilibre. Mais aussi, je pense qu'il faut se dire qu'on ne peut pas être équilibré tout le temps. Tu vois, parfois, on va devoir prioriser un aspect, parfois, prioriser l'autre. On ne va pas être parfaite mère, parfaite professionnelle. Et je ne juge pas les personnes qui préfèrent s'adonner à leur famille parce que c'est vrai que ça demande beaucoup. Et une des plus grandes satisfactions d'un parent, femme ou homme, c'est la réussite de ses enfants, n'est-ce pas? Donc, je peux comprendre ça. Mais je comprends aussi bien que des femmes veuillent être professionnelles et que ce soit leur priorité. Parce que, comme je dis, un homme le fait, c'est normal. Donc, pourquoi la femme ne devrait pas le faire? Et malgré tout, je ne veux pas être pessimiste parce qu'on donnait l'exemple tout à l'heure des femmes quand elles ne sont pas présentes aux réunions de parents ou bien aux activités sportives de leurs enfants. Mais de plus en plus, on voit les hommes. Et dans les réunions de parents, je vois beaucoup d'hommes venir. Ça a beaucoup évolué, et positivement. Mais là, quand on regarde l'anecdote que tu nous as donnée tout à l'heure, c'est que ça t'a un petit peu forcé de prendre un certain recul et de te dire, de réévaluer les choses, de revoir tes priorités, en fait. Oui, certainement, mais j'ai toujours priorisé ma carrière, hein, malgré tout. Ça n'a jamais été pour moi un aspect secondaire de ma vie. Depuis jeune, je savais que... On m'a élevée comme ça aussi, je dois dire. Parce que ma mère nous disait toujours, surtout à ses filles, nous sommes 3 filles, que nous devons être indépendantes. Toujours être indépendantes. Jamais dépendre de nous. Elle disait ça tout le temps. Donc, il n'y a jamais eu de doute chez moi, chez aucun de nous d'ailleurs, que je n'aurais pas une carrière professionnelle. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un ou l'autre. Par contre, j'ai toujours voulu être mère, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc, c'était vraiment déjà ambitieux de vouloir avoir tout, en fait. Oui, bon, j'ai pas eu tout, mais au moins ces 2 aspects-là, je les ai priorisés. Et je ne regrette pas, je ne regrette ni l'un ni l'autre. Mais je dois dire que, par exemple, quand on parle parfois de devoir prioriser davantage un côté que l'autre, quand mes enfants étaient plus petits, et je devais leur donner plus de temps. Mais j'ai une chance inouïe quand même. Dans cette carrière, on a beaucoup de flexibilité. Et quand on est avocate, on a beaucoup de flexibilité quand même. Et je jalouse beaucoup cet aspect. Je ne sais pas si je pourrais renoncer à cette liberté que j'ai, vraiment. Et là, maintenant,
après 25 ans de carrière, est-ce que tu peux toi-même parler de réussite pour toi? Et Dans une certaine mesure, oui. Alors, j'estime que je suis à la moitié de mon parcours parce que j'espère pouvoir quand même professer encore 25 ans. Et puis, en plus de ça, on parle de longévité maintenant. Qui sait jusqu'à quand on devra travailler, n'est-ce pas? Donc, mais peut-être que c'est dans ma quarantaine que j'ai vraiment fait davantage un bilan et de mon parcours. Et je pense que j'ai quand même été très, très chanceuse, que j'ai eu la chance d'avoir des clients qui sont restés avec moi pendant 20 ans. C'est quand même 10 ans, 5 ans qui restent. Et j'ai bâti beaucoup, je pense, un climat de confiance avec mes clients. Et pour moi, c'est important parce que je tiens à donner de la valeur ajoutée à mes clients. Je prends ça à cœur. Et je ne veux pas être seulement, je fais mon travail, et puis bon, ils m'embêtent, les clients m'embêtent, et puis non, je veux impacter positivement les entreprises que je conseille, les personnes que je conseille, et qu'ils soient avec un sentiment que, bon, elle m'a aidé à passer une étape difficile ou à réussir un projet, etc. Donc, de ce point de vue, je pense que quand même, je peux faire un bon bilan. Mais aujourd'hui, je définis différemment la réussite. Ça a voilà, évolué je pour voulais moi. te demander, est-ce que ça n'a pas bougé? Oh oui, certainement, parce que les premières 10 années de ma carrière, c'était focus, bâtir une clientèle, bâtir ma réputation, être considérée comme l'une des meilleures de mon secteur, etc. Et j'ai eu des enfants, les enfants m'ont beaucoup appris aussi, grande leçon d'humilité. Et, et aujourd'hui, je pense qu'il y a un aspect qui est aussi important pour moi, c'est la paix intérieure, mes relations vraiment humaines avec les personnes qui sont autour de moi, qui me sont chères. Euh, surtout reconnaître, parce que j'essaie de pratiquer aussi, on en parle beaucoup, c'est pas pour être pour répéter ce que dit tout le monde, mais la gratitude, parce que je pense que ça aide aussi beaucoup à équilibrer. Oui, Et, quand on est vraiment conscient de tout ce qu'on a, ça nous permet de mieux avancer, en fait. oui, surtout dans cet environnement, parce qu'on peut être facilement... euh, On a tendance à vouloir des choses, sans un petit peu prendre le temps d'apprécier ce qu'on a déjà. Exactement. Et en plus, on est dans un monde aujourd'hui, c'est un peu différent, où on est bombardé d'images dans les réseaux sociaux, de personnes qui vous montrent une vie qui s'en mettent En fait, meilleure que oui. la vôtre. Et là, ça nous fait remarquer tout ce qu'on n'a pas et on a tendance à Voilà, oublier ce donc qu'on il a. faut faire attention, et j'essaie de dire ça aux plus jeunes, mes nièces, mes enfants, etc. De vraiment se focaliser davantage sur ce qu'ils ont et d'être reconnaissant pour ce qu'ils ont. Et moi, je pratique ça aussi. Donc, je donne davantage d'importance à ça, à la qualité de mes rapports avec les personnes qui sont autour de moi, mais pas seulement dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle aussi. Et avec mes amis, bien sûr, mais c'est important pour moi d'avoir ça, d'avoir cet équilibre. Là, on a parlé de la nouvelle génération, des conseils que tu veux prodiguer. Et là, comme on approche de la fin de cet échange-là, c'est vers ça qu'on va. Mais je voulais avant tout te demander, selon toi, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir plus de femmes dans les places de leadership? Je pense que c'est important qu'il y ait plus de diversité dans les espaces de décision, que ces espaces-là reflètent la diversité. Donc, qu'il y a autant de femmes, bon, pas autant de point de vue ratio symbolique, c'est pas une question de quota, mais que ça reflète en tout cas la diversité sociale, la diversité de genre, parce que ça permet d'enrichir aussi les décisions, de les rendre plus complètes, d'avoir des échanges avec des points de vue qui sont différents. Et pour moi, c'est important. Et je pense aussi que quand on voit quelqu'un qui nous ressemble dans une position avec la grosse attention, vous dire que cette personne-là, elle est comme moi et elle arrive à faire ça. Peut-être que j'y pensais déjà, mais ça veut dire qu'au moins, je peux me dire que j'ai une chance. Exactement. C'est important Et c'est une bonne leçon, une bonne référence pour les hommes aussi, femmes et hommes, parce que les hommes se disent, mais bon, un astronaute femme, un astronaute homme. C'est juste un astronaute. C'est un astronaute. Et les femmes elles-mêmes qui doutent disent, ah, mais si celle-là, elle a pu être, je sais pas moi, sénateur, sénatrice,
où elle a pu être médecin neurologue, chirurgien, quel que soit. Et de nouveaux milieux doivent être percés Parce qu'en aussi. fait, il Même faut quand prêtre, même... pasteur, pourquoi pas? Il faut se rappeler qu'à Pourquoi un pas certain de femme? temps, les femmes ne pouvaient pas être avocates. Il n'y a pas si longtemps, dans l'histoire en tout cas du monde, il n'y a pas à peine un siècle. Donc ça ne fait pas longtemps quand on regarde la trajectoire humaine. Donc c'est un parcours récent, une opportunité récente. Donc maintenant qu'il y a autant de femmes à l'université, maintenant qu'il y a autant de femmes qui se forment, avec l'intelligence artificielle aussi, qui va nous permettre de franchir des pas à une vitesse, je ne sais pas moi, infernale. Et oui, je pense que c'est important que les femmes puissent être dans des positions de décision. Que ce soit pour l'exemple ou au moins pour nous montrer que, bon, elles peuvent en fait. Et mieux refléter aussi notre société. Et quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui a encore des doutes, qui doute de ses capacités ou qui doute du fait que de savoir si elle pourra vraiment s'intégrer, si elle va être acceptée? Eh bien, je lui dirais d'abord de ne pas attendre d'être prête à 100% pour se lancer, parce qu'on n'est jamais prêt à 100%. Mais en même temps, de ne pas sous-estimer l'importance de se préparer, l'importance de bien se préparer, et d'étudier, d'apprendre, et de toujours rester curieuse. Et idéalement même d'apprendre à apprendre, d'être autodidacte, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'information va vite. On reçoit tellement d'informations, il faut apprendre, il faut développer une méthodologie d'apprentissage. Beaucoup de révolutions sont en cours. Alors, une grande révolution est en cours, mais ça va remettre en question beaucoup de rôles, beaucoup de professions, n'est-ce pas? Donc, c'est important d'avoir l'esprit curieux et de s'adapter. Je dirais aussi de ne pas sous-estimer l'importance d'un réseau de femmes, d'un réseau de personnes, alors pas seulement des femmes, parce qu'on ne réussit pas seul. Ça c'est important aussi de comprendre, parce que plus jeune, on pense que réussir, c'est vraiment moi. Très souvent, alors que c'est pas vrai, on ne réussit pas seul, c'est tout un environnement qui vous aide, qui vous supporte. Même en apprenant des autres, c'est important, des erreurs des autres, de ses erreurs. Donc, développer un bon réseau, je pense que c'est une bonne approche. Aujourd'hui, je sens que les femmes s'entraident et s'épaulent davantage, alors que quand j'étais plus jeune, je sentais qu'il y avait comme une compétition, une rivalité malsaine entre femmes. Je ne sais pas si tu es d'accord. On se marchait dessus littéralement. Un peu, et puis on avait tendance à dire, je entendais des hommes dire que, disons que si je disais que, mes amis, j'ai eu une expérience difficile avec cette personne-là qui était dans un poste quelconque. Ah, c'est parce que c'est femme, oui, comme si des femmes entre femmes, vous avez tendance à vous sentir un petit peu rival. Aujourd'hui, les femmes, je pense, comprennent que quand une autre femme réussit, ça lui profite aussi, ça parce lui que profite. les portes qu'une autre femme ouvre, Exact. ce sont les portes qui vont te bénéficier aussi. Exact, parce que cette compétition malsaine, je ne la sentais pas chez les hommes, mais les femmes, oui, un peu. Donc, avoir un bon réseau, se faire conseiller, être ouverte au conseil, avoir de l'humilité aussi, parce qu'on est parfois très arrogant quand on est jeune. Donc, c'est important. Donc, c'est ce que je dirais, surtout aux jeunes femmes. Tu as parlé à un certain moment du fait que quand tu as commencé, tu avais été vraiment bien entourée aussi. Donc, qu'est-ce que tu penses que les mentors, quel rôle, qu'est-ce que tu penses du rôle des mentors en fait? Je pense que c'est très important. Et même lorsqu'on ne trouve pas un mentor, comme si une personne qui soit là comme une référence pour tout, je pense que c'est important d'être à l'écoute des autres, d'apprendre des autres. Parce que j'ai vraiment été chanceuse, et je suis encore très chanceuse, d'être entourée de personnes qui m'épaulent. Et très jeune, j'ai eu des modèles. Je n'ai pas eu d'idole, mais j'ai eu des modèles, et c'était des figures féminines très fortes, comme j'ai dit plus tôt, mais dans mon entourage, ma mère, mes tantes, mes amis, que j'admirais tellement, mais aussi des hommes, bien sûr, mes professeurs, des amis, des collègues. Et tout au long des années, mais jusqu'à présent, j'ai mon petit écosystème que je chéris, et qui est composé majoritairement de femmes, bien sûr, mais d'hommes aussi, comme je dis, et qui me donne un support. Sans cet écosystème, je n'aurais pas mon équilibre. Mais c'est
professionnellement avoir des mentors, mais aussi avoir de bonnes relations, de bons amis, parce qu'on a besoin de support. Et un bon partenaire aussi, j'ai la chance d'avoir aussi des amis qui me supportent, une famille solidaire, des frères et sœurs, une belle famille aussi intéressante et qui me seconde, mais aussi un partenaire qui me comprend, qui respecte mes points de vue, qui me pousse aussi. Donc, c'est important, il ne faut pas sous-estimer son environnement. Et je pense que si on doit investir dans quelque chose, c'est ça, c'est d'avoir un bon système de support. Mais de donner ça en retour aussi, parce qu'on reçoit, on doit donner aussi. Et ça, pour moi, c'est important. J'essaie de mon mieux de le faire. Avec maintenant déjà 25 ans au compteur et 25 prochaines années en perspective, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage avec ton parcours? Ça va évoluer, mais aujourd'hui, ce que j'aurais aimé, ce que j'aimerais en tout cas, qu'on dise de moi, c'est que j'ai apporté de la valeur, que j'ai été intègre, donc j'ai travaillé avec intégrité, que j'ai aidé, que j'ai accompagné dans des moments importants, que j'ai aidé à des projets à mieux réussir, et que j'ai été, pas un modèle, mais en tout cas que j'ai inspiré d'autres, et j'espère aussi des jeunes femmes, à progresser, à être le mieux d'elle-même. J'espère qu'on dira un jour que j'ai été une source d'inspiration. Ça. Mais aussi, j'ajouterais que j'aurais aimé quand même avoir contribué un peu à avoir des projets d'impact. Ça devient de plus en plus important pour moi. Donc, dans cette phase de ma carrière, je m'adonne davantage à des projets sociaux que je n'ai fait durant les 20 dernières années, par exemple. Et ça devient de plus en plus important pour moi aujourd'hui. Et donc, pour conclure, je voudrais te demander, comment est-ce que tu voudrais qu'on définisse ton leadership? Je dirais que d'abord, je ne me suis pas considérée pendant longtemps comme un leader, parce que je voyais surtout les leaders comme des rôles dominateurs, qui sont devant l'équipe, qui dirigent, qui donnent des instructions. Mais le leadership a beaucoup évolué au cours des dernières années et je pense qu'aujourd'hui, on accepte différents types de leadership, différentes formes de leadership. Et si moi, je dois me définir comme leader, ce serait plutôt un leader qui accompagne, qui conseille, qui aide aux autres à mieux s'organiser, à mieux réussir. Et c'est peut-être ce que j'aurais aimé contribuer comme leader, c'est-à-dire ne pas nécessairement être à l'avant-scène, puisque je ne le suis pas, je ne suis pas au centre de l'attention. Je viens en accompagnement, dans les conseils d'administration où je suis, dans les rôles de conseil que j'ai dans les différents espaces. Donc oui, ce serait plutôt ce genre de leader, le leader qui est un leader de support. C'est ici qu'on va mettre un terme à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cette conversation vous a permis de voir qu'en fait, le leadership ne se résume pas à une fonction, à un titre. Il se construit plutôt à travers les choix, les expériences, les défis et la capacité aussi de rester fidèle à soi-même malgré les attentes et de vraiment savoir rester authentique. Merci Maître Bon de nous avoir accordé ce temps-là et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Daphné, merci de m'avoir invitée et merci pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié et je suis reconnaissante. Donc voilà, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Moi, c'est Daphné Valsin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.